L'expérience que vous avez tirée de ce développement communautaire, comment ça se fait sentir, ça, dans votre quotidien? Ben, je ne sais pas ce à quoi exactement tu veux faire référence, mais c'est sûr que dans le temps, on avait tendance à être un petit peu plus fou qu'à cette heure. Aujourd'hui, on peut appeler ça du progrès. Les jeunes considèrent plus conciliation travail-famille, ce qui est bien. Nous autres, dans ce temps-là, veut dire, on ne calculait pas beaucoup ça. Ça veut dire, souvent, c'était du 7 jours par semaine. Puis quand on allait voir les pêcheurs, on ne couchait pas à l'hôtel, on couchait dans le salon du pêcheur ou de la femme du pêcheur. Et c'était quand même... donc, c'est un travail de base. Pour faire ce job-là, il faut que tu aimes le monde. Je veux dire, si tu n'aimes pas le monde, va ailleurs. Je veux dire, fais-le pas perdre ton temps. Perds pas ton temps, fais-le pas perdre ton temps. Si tu n'es pas capable de faire montre d'un minimum d'abnégation, c'est mieux de faire un autre job. Va-t'en dans un bureau. Mais sinon, si tu veux faire avancer le monde avec qui tu travailles, il faut que tu te mettes à leur niveau. Il faut que tu les amènes aussi à un autre niveau. Les mettre à leur niveau, je ne veux pas les entretenir aussi dans l'ignorance. Et des fois, moi, je me pose des questions, justement, avec nos gouvernements, dans le domaine du développement communautaire. C'est qu'on dirait qu'ils ne sont pas trop intéressés à ce que le monde apprenne trop sur comment le système fonctionne. Et c'est là qu'arrive encore la dimension politique, c'est que si tu fais du développement communautaire, que ce soit avec des mères célibataires ou que ce soit avec des jeunes délinquants ou que ce soit une coopérative familiale ou que ce soit pour faire des cuisines populaires, toutes des choses comme ça, il faut que tu essaies de situer ça toujours dans un ensemble plus grand. Qu'est-ce qui fait qu'une maman se retrouve avec peu d'habilité à élever ses enfants, donc de comprendre de quel milieu elle vient, sans porter de jugement, et de l'amener aussi à continuer à grandir. Moi, je me souviendrai toujours, surtout à Montréal, de cette pauvre madame qui avait 3 enfants, son mari est en prison, puis c'est une femme de 35 ans et qui... on avait réussi à lui trouver un bel appartement neuf dans une coopérative d'habitation. Mais puis, entre-temps, ben, s'est trouvé un jeune homme de 20 ans, elle avait 35, et finalement s'est suicidé. Et quand on l'a trouvé, les policiers ont fait le rapport, femme de 62 ans, ou 65 ans. Alors, elle s'était suicidée sur toute la fin de semaine. Ce qui veut dire la douleur que cette dame-là, même malgré ses 3 petits-enfants, elle n'en pouvait plus. Et donc, à ce niveau-là, il faut celle-là, je ne l'avais pas vu venir, mais il faut trouver des fois des façons de pouvoir détecter justement les détresses profondes, combattre la solitude des autres. Que les gens choisissent d'eux-mêmes de se mettre en isolement, pas de problème, mais quand la solitude devient envahissante, et aussi de ne pas avoir peur pas d'affronter, mais de côtoyer les plus malcommodes dans un groupe. Dans un groupe, tu as toutes sortes de monde aussi. Ça prend toujours de monde pour faire un monde. Toutes sortes de monde pour faire un monde. Et parfois, c'est les gens les plus difficiles qui ne se manquent et surtout si tu réussis à les faire cheminer, qui te font grandir toi-même, ils font grandir aussi le groupe. Bien, c'est ça. Vous parliez un petit peu de Montréal tout à l'heure. Vous parliez aussi des pêcheurs, notamment en Acadie. Justement, dans votre expérience d'engagement communautaire, est-ce que vous avez remarqué des pratiques, des savoirs qui sont généralisables, qui n'ont pas nécessairement de frontières, qui dépassent les frontières, qu'on pourrait peut-être appliquer en Acadie ou aussi dans l'Ontario français? C'est-à-dire qu'il faut éviter de tout faire pour le monde pour qui tu travailles. Il faut développer la responsabilisation. On a créé en 1997 à Moncton, ici, le Front provincial, le Front commun pour la justice sociale. Et c'est un peu l'approche que les gens avec qui je travaille, on emploie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu en as un qui est responsable d'appeler tout le monde quand il y a une réunion. Tu en as un autre qui est secrétaire nécessairement. Tu en as un autre qui est responsable de placer la... Si, en autre mot, fais comprendre que c'est dans l'intérêt de tout le monde de s'entraider et de servir tout le monde. C'est un autre mot. Il ne faut pas que les gens soient toujours de façon passive. Si tu donnes de façon passive, je pense que tu ne fais pas évoluer les gens aussi vers plus de... Il faut amener les gens à être un peu plus autonomes, autant comme individu que comme communauté. Moi, je pense que comme communauté, on doit aspirer à le plus d'autonomie possible et comme peuple acadien, on doit aspirer à le plus d'autonomie possible. Et il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Même si je suis président de la SNB, je serai toujours fighter pour la plus grande autonomie possible, donc que ce soit province et pays. Mais actuellement, il paraît que le peuple acadien a juste envie d'être aussi autonome que les lois le permettent et qui, par rapport à mes frères et sœurs de l'Ontario, on a quand même des législations beaucoup plus
forte Est-ce que qu'il y a chez un eux. parallèle qui existe entre le développement communautaire ici en Acadie et peut-être en Ontario français aussi? Oui, il y a une chose, c'est que c'est pas parce qu'on est numériquement minoritaire qu'il faut se comporter en minoritaire. En d'autres mots, on peut être minoritaire sur les papiers, mais rester majoritaire et égalitaire dans sa tête. Ici, on a au Nouveau-Brunswick, on a moins une loi qui reconnaît l'égalité des communautés. Ailleurs, c'est plutôt l'égalité des langues. Mais à ce niveau-là, c'est une question d'attitude. Moi, je ne veux plus que d'Acadiens ou de Canadiens français soient obligés de demander la permission pour être qui ce qu'il est vraiment. On n'a pas de permission à demander à personne. Assumons-nous. Assumons-nous. Et aussi, je me pose des sérieuses questions sur ce pays-ci et ces provinces-là. Est-ce que c'est une menace? Et est-ce que c'est suspect que nos communautés veuillent s'épanouir? Si ce n'est pas suspect et si ce n'est pas menaçant, alors pourquoi est-ce qu'ils nous tiennent toujours avec une corde? Ils nous en donnent juste assez pour qu'on ferme nos gueules, mais pas assez pour qu'on continue à grandir et à faire pleinement le travail qu'on devrait faire. C'est juste de la survie, dans le fond. C'est du travail de survie, alors que nous autres, on est en mode épanouissement et on est en mode contributeur. Surtout ici en Acadie, où, heureusement, on a beaucoup d'institutions, une université, on avait la santé, mais là, on l'a perdu. Le contrôle pour l'instant, mais la bataille est encore là. Et oui, quand tu me demandes s'il y a des liens, tout de suite, je veux les remercier, les gens de l'Ontario, parce que quand ils ont gagné Bonfort, ça va nous permettre de gagner Dumont. Et Dumont, c'est notre Montfort. On a une bataille, justement, pour reprendre le contrôle communautaire. Des combats semblables. On a des combats semblables. Ils viennent de gagner une cause extraordinaire aussi en Ontario sur la qualité des services fédéraux. L'idée, c'est que comme francophone, on n'a pas juste droit à des services youplalai, mais des services de qualité. Ouais. Et donc, les batailles, les gains des uns deviennent les victoires des autres, etc. Et à ce niveau-là, on a manqué souvent de solidarité à l'intérieur des francophonies canadiennes. Moi, j'étais impliqué, j'étais directeur général de la Société nationale de l'Acadie aussi, fin des années 80, président en 93 la SNB, ce que je suis encore président. Et je trouvais qu'à cette époque-là, il y avait une fausse compétition, un mauvais esprit. Compétition entre franco-ontariens, puis acadiens, puis franco-manitobains, perte de temps. Je veux dire, la compétition n'est pas entre nous. La solidarité est pour nous, par exemple. Et justement, l'engagement communautaire là, dans les milieux les milieux minoritaires francophones, comment est-ce qu'on pourrait quantifier ça? Selon votre expérience, comment est-ce que vous voyez l'engagement communautaire là, en milieu minoritaire francophone? Bien, souvent, il y a des bonnes choses qui se font de façon éparpillée, mais parfois, on n'a pas assez le réflexe de composer ensemble. On a tendance à travailler chacun dans son petit coin. Mais si tu travailles avec des jeunes, puis l'autre travaille avec des mamans, puis l'autre travaille avec des papas qui ont tendance à être violents, ou etc., des fois, à un moment donné, il faut mettre tout ce monde-là ensemble et créer des liens. Je veux dire, c'est bien beau travailler, comme on dit, en silo, chacun dans son coin. Et c'est là que l'analyse politique permet de faire des liens entre les différents groupes. Et moi, je ne peux qu'encourager, même que ce soit dans un village, qu'une fois par année, tous les groupes communautaires se rencontrent juste pour se raconter aux autres qu'est-ce qu'on fait. Travailler ensemble. Et travailler ensemble, mais au moins rendre conscients les autres de qu'est-ce qu'on essaie de faire dans chacun notre coin, et de là, probablement, d'identifier des activités conjointes qui pourraient être faites par un organisme et un autre, etc. En d'autres mots, arrêter de considérer son organisme comme étant son petit royaume personnel. Ça, il y en a trop de petits rois, puis des petits ducs, puis des petites duchesses dans les organisations communautaires. Penser un parmi un tout. Exactement. De toujours penser solidarité et de créer des liens. Parce qu'il n'y a personne qui peut tout régler les problèmes tout seul. Il n'y a aucun organisme qui ne peut le faire comme ça non plus.